Ukraine 2026. À l'est de l'Europe, la guerre fait toujours rage et le Kremlin n'a toujours pas décidé à négocier. Où en sommes-nous et quelle est la situation à cette heure? L'usure et la résilience, avril 2026. Cela fait maintenant plus de 4 ans que le plus grand conflit terrestre en Europe, depuis 1945, a débuté. Ce qui devait être une opération de 3 jours s'est transformé en une guerre de système, une guerre d'usure où chaque mètre carré se paie au prix fort. Aujourd'hui, alors que le dégel printanier, la Rasputitsa, complique à nouveau les mouvements au sol, la physionomie du front change. Entre l'émergence de l'Ukraine comme puissance technologique de défense et une Russie qui adapte sa stratégie de frappe, sommes-nous dans l'impasse ou le calme avant la tempête décisive? Bienvenue dans ce point de situation complet. L'état du front, secteur nord, Soumy, Novgorod-Siversky. Ce front, longtemps considéré comme secondaire après le retrait russe de 2022, a connu un regain d'activité significatif ces derniers jours. Les forces armées de la Fédération de Russie ont lancé des opérations offensives localisées. Des progressions russes ont été signalées spécifiquement dans les secteurs de Novgorod-Siversky et de Soumy. Il ne s'agit pas d'une offensive de grande envergure pour capturer des villes, mais plutôt d'une stratégie de fixation. En forçant l'Ukraine à déployer des réserves au nord, la Russie cherche à alléger la défense ukrainienne dans le Donbass. La région subit des bombardements intensifs, notamment sur les infrastructures résidentielles à Soumy. Front à l'est, le Donbass. C'est le cœur battant du conflit, où les combats sont les plus meurtriers et les plus constants. À Siversky, contrairement à la tendance générale, les forces armées ukrainiennes ont réussi à reprendre du terrain localement. C'est un point de résistance clé qui empêche l'encerclement de Kramatorsk. À Kupiansk et Pokrovsk, la pression russe reste extrêmement forte. Des gains territoriaux russes ont été observés près de Kupiansk et d'Ivanivka. L'armée russe utilise massivement des bombes planantes et des vagues de drones pour saturer les défenses. Le président Zelensky souhaiterait un compromis de paix en évoquant une volonté de cesser le feu sur les positions actuelles pour favoriser une transition diplomatique, alors que le Kremlin exigerait un retrait ukrainien total du Donbass d'ici 2 mois. Front au sud, Zaporijia, Kherson. Ce secteur se caractérise par une guerre de position très stable mais technologiquement intense. Les gains territoriaux sont restés quasi nuls ces dernières semaines. Le rythme des opérations a été ralenti par des conditions météorologiques difficiles, fin de la Rasputitsa. Des combats acharnés continuent autour d'Orikiv et de Huliaïpol. Ces localités changent parfois de main d'une semaine à l'autre, sans que la ligne de front globale ne bouge de manière décisive. L'Ukraine compense l'immobilité du front sud par des frappes de drones à très longue portée, ciblant les raffineries et la logistique russe. Frappes atteignant la République de Bachkirie à plus de 700 km. La guerre moderne ne se résume plus à de grands mouvements de blindés comme en 1940. Nous sommes entrés dans une ère du champ de bataille transparent. Aujourd'hui, sur le front ukrainien, le ciel sature. Le plus grand prédateur n'est pas le char Léopard ou le T-90, mais le drone First Person View FPV, à 500 €, capable de loger une charge explosive dans la trappe ouverte d'un véhicule à plusieurs millions de dollars. Cette démocratisation de la précision a forcé les deux armées à une adaptation darwinienne. Pour contrer ces nuées, la guerre électronique est devenue le nerf de la bataille. Des complexes de brouillage massif tentent de couper le lien radio entre les pilotes et sa machine, créant de véritables bulles d'ombre électromagnétiques. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Face au brouillage, nous voyons apparaître les premiers drones dotés d'intelligence artificielle embarquée. Une fois la cible verrouillée, l'algorithme prend le relais du pilote humain même si le signal est coupé, le drone voit et termine sa course de manière autonome. C'est une révolution aussi brutale qu'invisible qui transforme chaque bosquet en menace potentielle et rend toute concentration de troupes suicidaires sans une couverture électronique totale. L'économie et l'humain, le prix de la guerre, un bilan humain vertigineux. Parler de la guerre, c'est souvent manipuler des chiffres qui dépassent l'entendement. En ce printemps 2026, les estimations du CS6 et d'autres observateurs internationaux sont terrifiantes. Le nombre total de victimes cas militaires, morts et blessés, des deux côtés approche la barre des 2 millions. Côté ukrainien, le président Zelensky a récemment fait état de 55 000 soldats tombés. Mais au-delà du front, c'est toute une nation qui est déracinée. On compte plus de 10,6 millions de déplacés, soit près d'un quart de la population d'avant-guerre. Parmi eux, 6,9 millions sont réfugiés à l'étranger, créant un défi démographique majeur pour la reconstruction future. Derrière chaque chiffre,
Il y a une famille en brisée, un appartement détruit à Kiev ou une ville fantôme dans le Donbass. La Russie, une économie sous perfusion militaire. Côté russe, l'économie semble défier les lois de la gravité, mais à quel prix? Le pays a adopté une économie de guerre totale. Le secteur de la défense est devenu le principal moteur du PIB, avec une croissance cumulée de 8% entre 2022 et 2025. Pourtant, une fracture s'installe. En 2026, la Russie est un pays à deux vitesses. D'un côté, une industrie militaire inondée d'argent public où un simple ouvrier peut gagner 3 fois le salaire d'un médecin. De l'autre, un secteur privé civil asphyxié par des taux d'intérêt punitifs et une inflation galopante. Le Kremlin a fait d'un pari risqué, sacrifier le bien-être durable de sa population pour maintenir sa machine de guerre. En 2026, produire un char coûte désormais beaucoup plus cher qu'au début du conflit, à cause de la pénurie de composants et de main-d'œuvre. Le défi colossal de la reconstruction. Pour l'Ukraine, l'enjeu est désormais financier autant que militaire. Le coût de la reconstruction est aujourd'hui estimé à plus de 455 milliards de dollars. L'aide internationale ne sert plus seulement à acheter des obus, mais à maintenir l'État à flot, payer les enseignants, réparer le réseau électrique ciblé par les drones russes et soutenir une économie qui a reculé de plus de 21% depuis le début de l'invasion. L'Europe et les États-Unis ont franchi une étape clé en utilisant les intérêts des avoirs russes gelés pour financer cette survie. C'est une guerre d'usure financière qui épuisera ses réserves en premier. Quelle perspective pour l'été 2026? Quelles sont les options? L'enlisement prolongé, une guerre de position qui dure encore des années, transformant l'Ukraine en une sorte de Corée européenne. La rupture technologique. L'Ukraine mise sur ses nouveaux systèmes de drones et d'IA pour compenser son infériorité numérique. La pression diplomatique. En Russie, les sondages récents montrent qu'une majorité de la population, plus de 5%, commence à souhaiter l'ouverture de négociations de paix, même si le Kremlin reste inflexible. L'enjeu de notre siècle. En ce mois d'avril 2026, l'Ukraine ne se bat pas seulement pour son territoire, mais pour définir les règles de sécurité du XXIe siècle. La résilience de Kiev et l'adaptation de Moscou nous montrent que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de la conflictualité mondiale. Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair, n'oubliez pas de vous abonner et de partager votre avis en commentaire. Pensez-vous qu'une issue diplomatique est possible avant la fin de l'année? Merci de m'avoir suivi et à bientôt.